Alors comment éviter le cash squeeze en immobilier? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette étude de cas et en vidéo. Alors le cash squeeze, c'est le fait pour un investisseur de se retrouver dans une situation inconfortable. Cash squeeze, ça veut dire tout simplement qu'on se retrouve à avoir des difficultés à payer les impôts d'un bien qu'on a en immobilier. Alors comment arrive ce cash squeeze? C'est tout simple, on se retrouve dans une situation où on va avoir des revenus qui viennent directement des locataires et qui vont permettre de rembourser les emprunts. Le problème avec cette situation, c'est que plus les taux d'intérêt baissent et plus on se retrouve à rembourser peu d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, on va rembourser beaucoup de capital, ce qui est une bonne chose. Le problème, c'est que le calcul de la fiscalité immobilière est basé tout simplement sur l'enrichissement. Et quand vous avez un locataire qui vous paye un loyer et que ça vous permet de rembourser du capital, ça s'appelle un enrichissement. Le problème, tout simplement, c'est qu'on se retrouve à avoir un gain. Donc le fisc considère que c'est un gain et c'est tout à fait un gain, c'est-à-dire qu'en fait le locataire nous rembourse du capital, mais en réalité on n'a pas l'argent. Donc on va se retrouver dans une situation où on se retrouve plus ou moins neutre pendant la phase d'investissement, mais à chaque fin d'année, finalement on va nous demander des impôts supplémentaires. Et plus le logement ou l'investissement va être rentable, et plus on va être en difficulté pour payer ces impôts-là si on n'a pas une réserve de cash à côté. Alors dans cette vidéo justement on va voir comment éviter le pire ennemi de l'investisseur qu'est le cash squeeze, comment ça arrive et dans quel cas de figure. Alors pour ça j'ai décidé de vous faire une étude de cas avec deux situations de deux investisseurs, dont une famille avec très peu d'impôts et une famille qui est fortement fiscalisée. Et on va voir l'impact justement du bien immobilier sur les finances de cette famille. Alors comment éviter le cash squeeze immobilier? Alors pour pouvoir mettre ça en évidence, en fait, on va faire un exemple comparatif avec deux situations, un seul projet, le projet est identique dans les deux cas, et on a deux situations familiales. Donc la première situation familiale, c'est une famille qui a 3 enfants, donc avec 4 parts au total, et un revenu net imposable qui est assez faible, on est à 30 000 €. Donc on est juste à la limite de la tranche à 0, comme on peut le voir ici. Et donc sans le projet, on aurait un impôt sur le revenu qui est égal à 0. Avec le projet, on imagine qu'il va falloir rajouter les revenus fonciers et on aura à ce moment-là une tranche à 14 %. Le deuxième cas, en fait, on va prendre une famille relativement aisée puisqu'ils gagnent 155 000 € par an avec seulement 2 parts puisqu'ils n'ont pas d'enfants. Et là, on est à la limite de la tranche à 30 %, c'est-à-dire que tous les revenus supplémentaires vont être taxés à 30 %, et éventuellement on passera dans la tranche à 41 %. Alors juste un petit rappel, à l'heure où je vous parle, en 2017, on a un barème qui est constitué de 5 tranches. La première à 0 %, la deuxième à 14 %, la troisième à 30 %, la quatrième à 41 % et la dernière à 45 %, sachant qu'il y a aujourd'hui même des surtaxations par rapport aux revenus relativement élevés, donc je crois qu'on est autour de 2 %. Voilà, donc si on prend ce cas précis, on a un impôt sur revenu qui est de 30 612 € pour ces deux personnes, puisqu'ils ont des revenus bruts imposables de 155 000 € par an. Alors le projet, lui, c'est tout simplement un projet d'immeuble à 200 000 €, avec 10 000 € de frais d'agence, une revalorisation annuelle de 1,5 % par an. On est sur une surface de 150 mètres carrés, ce qui nous fait un projet qui est relativement peu cher. On est à 1 538 € du mètre carré. Voilà, donc c'est un total avec les frais, y compris les frais de notaire de 15 500 €, de 230 641 € au total. Donc là, on prend en considération tous les frais d'agence et frais de notaire. Alors, on regarde la première situation de la famille qui est finalement peu imposée, avec pas mal d'avantages fiscaux grâce aux enfants. Là, on est à une TMI à 0 %, on a une fiscalité qui est faible. Et si on rentre toutes ces données dans le simulateur Performance Immo, on se rend compte qu'on est à l'autofinancement. C'est-à-dire qu'en fait, tous les frais vont être payés entièrement par les locataires.
Donc là, en fait, si on regarde bien, on a un TRI, un taux de rendement interne sur 20 ans qui est à 35%, sachant que c'est le maximum, hein, 35%, c'est-à-dire qu'en fait, tout rentre automatiquement, il n'y a rien qui sort de sa poche directement. Et donc, on voit que le rendement net après impôt est de 6,6%. Alors pourquoi on a un autofinancement avec que 6,6% net? C'est tout simplement parce qu'on a une fiscalité qui est très faible. On est à 14% plus la CSG. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée c'est de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc maintenant, si on regarde le graphe du logiciel Performance Immo, on voit que pendant les 20 premières années, on a un revenu qui augmente au fur et à mesure du temps, les revenus mensuels, et on a un effort d'épargne négatif, c'est-à-dire qu'en fait, on a un revenu dès le départ, ce qui est vraiment la situation qu'on veut retrouver le plus souvent possible quand on est investisseur immobilier. Ensuite, la deuxième situation, c'est celle du couple qui n'a pas d'enfant et qui a des revenus de 155 000 euros par an. Là, on est dans une situation un peu plus délicate au niveau fiscal, puisqu'on a une tranche marginale d'imposition à 30%, et en plus qu'on est en haut de la tranche, c'est-à-dire qu'on va forcément sauter de tranche et arriver quasiment à 41%. Alors ici, la fiscalité est forte, on n'a pas d'autofinancement, et l'autofinancement, en fait, il est impossible à avoir avec ces chiffres, et on calcule le seuil d'autofinancement qui est à 13,44%. Donc c'est relativement plus élevé que l'autre projet où on était à 8,78. Donc le seuil d'autofinancement, c'est tout simplement le seuil à partir duquel les revenus et les charges nettes s'équilibrent. Et donc ici, on voit que c'est pas du tout le cas, qu'on a un effort d'épargne mensuel pendant 20 ans qui est de l'ordre de 339 euros par mois. Donc ça, c'est une moyenne, et avec un maximum à 352. Donc le TRI ici est à 10,6%, ce qui est beaucoup plus faible que les 35 qu'on avait dans l'autre situation. Et comme vous le voyez sur le logiciel, là on n'a pas d'autofinancement net, c'est-à-dire après impôt. Alors si on regarde le graphique, évidemment, on voit que tout de suite la situation est très différente. Pour le même projet, on voit que cette famille va payer entre 300 et 350 euros par mois d'effort d'épargne, c'est-à-dire qu'en gros ça représente plus ou moins la fiscalité, même un peu plus. Et ça va coûter un peu d'argent, en tout cas sur la durée. Alors justement, on va faire un comparatif des deux situations avec le même projet, et on voit que la situation est très très différente d'un cas à l'autre. Premier couple qui gagne 30 000 euros par an avec 4 parts, on a un impôt sur 20 ans qui va être de l'ordre de 67 000 euros. Le deuxième couple, lui, va payer 190 000 euros à peu près d'impôt, donc c'est beaucoup plus. En termes de TMI, tranche marginale d'imposition après l'investissement, dans le couple 1 qui gagne peu, finalement on monte à 14, ce qui n'est pas une grande différence, de 0 à 14. Par contre, dans l'autre cas, on monte de 30 à 41%. Le TRI, comme on l'a vu, il est très différent. L'effort d'épargne, dans un cas, on a 339 euros par mois en moyenne sur 20 ans. Et de l'autre côté, sur la famille qui gagne le moins, on a un gain de 172 euros par mois. Donc on a une situation qui est très différente, on a autour de 510 euros de différence. D'un côté, on a l'autofinancement et pas de l'autre, et le seuil d'autofinancement est vraiment très différent. D'un côté, on est en dessous de 9, et de l'autre côté, on est au-dessus de 13. On est à 13,5 à peu près. Donc voilà, c'était un peu pour pouvoir comparer ces deux situations. On voit que d'un côté, on a un TRI assez fort, même qui est infini, qu'on est autofinancé et qu'on a des revenus tous les mois. Le différentiel moyen sur 20 ans, c'est 511 euros par mois, donc ça fait quand même quelque chose d'assez conséquent. Et ça, c'est une moyenne. Si on regarde le dernier mois, on voit qu'on a quelque chose comme entre 700 et 800 euros de différence, qui est assez considérable. Si on regarde au niveau des impôts annuels, on voit que la situation aussi est assez différente. On voit que le premier couple passe de 0 à 3358, donc ça fait quand même une grosse différence. Maintenant, malgré ces impôts, on reste en autofinancement positif, donc c'est quelque chose de très bon. Alors que de l'autre côté, on passe de 31 000, ce qui est assez considérable, à 41 000. Donc c'est-à-dire qu'on va payer plus ou moins 10 000 euros de plus par rapport à la situation d'avant. Donc c'est un petit peu là que va se produire potentiellement le cash squeeze, parce que si vous avez un impôt annuel de 41 000 euros et que vous avez consommé tout entre-temps,
j'ose imaginer que ça va être assez compliqué de trouver 41 000 € comme ça. D'où l'intérêt, surtout quand on a des fiscalités élevées, de mettre en place une situation où on ne peut pas avoir ce genre de problème. Et cette situation, c'est de mettre en place une trésorerie de sécurité qui va éviter qu'on se retrouve dans la situation qu'on ne veut pas, c'est-à-dire le cash squeeze. Et donc, la situation, elle peut être la suivante. Et c'est souvent des situations qu'on retrouve, je dirais, quand on va avoir des investisseurs qui vendent leur immobilier. On a, dans un premier temps, par exemple, une baisse des revenus et une hausse des impôts fonciers, tout simplement parce que on a perdu son job. Le problème, c'est que l'impôt, on le paye 1 an après. Alors, peut-être qu'avec le prélèvement à la source, ça va changer. En tout cas, c'est une situation qui est très difficile, tout simplement parce que à sortir 41 000 € d'impôts, si on n'a pas prévu et qu'on a tout simplement perdu la moitié de son revenu, par exemple, on se retrouve dans une situation où on peut se retrouver très vite à devoir vendre un bien pour pouvoir payer les impôts. Donc c'est ça qu'on veut éviter. Il ne faut pas en faire non plus une obsession, mais il faut savoir que ça existe. Et donc le simulateur et la bonne connaissance des règles fiscales va vous permettre d'éviter ce genre de situation parce qu'elle va vous permettre de calculer immédiatement combien d'impôts vont être prélevés ou vont être dus à la fin de l'année. Donc c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en œuvre parce qu'on rentre les chiffres et je dirais en 5 à 10 minutes, on peut avoir une estimation précise à l'euro près. Donc voilà, c'est quelque chose qui vous permettra en tout cas d'éviter cette situation. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le cash squeeze est beaucoup plus important pour les revenus qui sont élevés que pour les bas revenus, comme on l'a vu ici. Les bas revenus, évidemment, il y a un saut dans la fiscalité foncière, surtout si on a des projets très rentables. Par contre, ce saut est beaucoup plus important lorsqu'on est à la tranche à 30, 41, voire au-dessus. Alors voilà, j'espère que cette étude de cas vous aura permis de bien saisir l'intérêt d'avoir une trésorerie de secours et surtout pour éviter le fameux cash squeeze. On a deux profils d'investisseurs très différents. On a des gens qui gagnent bien leur vie, mais finalement qui vont être amenés à dépenser énormément pour payer leur fiscalité et donc qui risquent de se retrouver tôt ou tard dans une situation de cash squeeze s'ils n'ont pas d'épargne de secours. Et de l'autre, une situation qui est relativement confortable puisqu'ils ont peu de revenus et donc l'immobilier est très efficace dans ce cas-là. Alors je vous rassure, les situations de cash squeeze sont plutôt rares quand on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on a une épargne de précaution et généralement si vous faites bien les choses, que vous avez 10, 15, 20, 30 000 € de côté vraiment attribués à l'immobilier, il y a très peu de chances que vous ayez des problèmes de cet ordre-là. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose d'important de bien comprendre toute la situation fiscale, comment calculer les impôts de manière très précise et surtout avec des simulateurs qui vont pouvoir vous aider dans cette démarche. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur la fiscalité immobilière et en particulier toutes les règles d'optimisation fiscale du régime commun, c'est-à-dire le régime foncier classique, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir!